Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Marine Le Pen au pouvoir, une réalité ? Est-ce que vous avez noté que depuis le départ de Florian Philippot, elle reprend mot à mot à peu près ce que dit Jean-Marie Le Pen. Elle l'a encore fait d'ailleurs il y a quelques heures, en citant le général MacArthur. C'est cette phrase que vous avez entendue, Jean-Marie Le Pen, depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui explique tous les échecs? Deux mots, trop tard. Alors, suis trop tard, compris trop tard, agis trop tard. Bon. Elle dit ça à propos du coronavirus, elle cite son père. D'ailleurs, assez souvent, je retrouve des expressions chez Marine Le Pen qu'elle a attrapées. Voilà réjoui, donc vous n'êtes pas trompé, vous avez gagné. Familiale. Vous avez gagné alors. Bah oui, est-ce qu'elle est crédible pour tenir le discours de Jean-Marie Le Pen? C'est ça la question. Pour 56% des Français déjà, oui. Pour 30% des Français qui veulent. Combien sont les Français qui ne veulent pas entendre parler du duel Macron-Le Pen pour la prochaine élection présidentielle? Ils sont beaucoup plus que 56%, non? Élection. Peut-on faire campagne dans les mosquées ? Mais une minorité de 3% qui fait la différence, quand vous faites 53 ou 52 et que l'autre fait 48 ou 47, vous emportez vous gagnez. Bon, et avec le mode de scrutin, qui n'est pas proportionnel en l'occurrence, ou qu'il devient en partie, mais qui consiste à arriver le premier, c'est celui qui fait la différence qui l'emporte. Et donc, je crois qu'on peut trouver aussi bien à droite qu'à gauche aujourd'hui des gens qui font cela, c'est-à-dire qui achètent les votes. Bon, et qui les achètent en direction de l'islam. Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est né le 5 novembre 1952. Journaliste de profession et membre du service de presse de l'Élysée, quand Giscard en était le locataire, il a fait le choix de s'engager en politique. Après un passage au CNI, il a rejoint le Front National, dont il a été un élu régional et un responsable départemental. Homme de communication, il est devenu le principal collaborateur et conseiller de Jean-Marie Le Pen. Il intervient régulièrement dans le journal de bord du fondateur du Front National. Je vous demande d'accueillir Lorrain de Saint-Afrique. Merci d'être là parmi nous. Écoutez, voilà, une belle présentation. Vous êtes depuis des années, le plus proche conseiller de Jean-Marie Le Pen. Certains voient en vous un ange gardien, et il y en a d'autres qui parlent plutôt de l'âme damnée du fondateur du Front National, dans l'enfer de Montretout, qui est le lieu où a travaillé et vécu Jean-Marie Le Pen. Qu'en est-il réellement? Ange gardien ou âme damnée? Quand Jean-Marie Le Pen, il y a quelques années, m'a demandé de revenir auprès de lui, au terme d'une longue rupture qui avait existé, j'avais lu dans un article d'un cadre du Front National, ce sont deux tordus qui détestent tout ce qui est droit. Vous voyez, donc ça commençait bien. Donc je crois que nous sommes deux personnalités droites qui détestent tout ce qui est tordu, ce qui explique cette espèce de distance avec le Front National d'aujourd'hui, devenu Rassemblement National. On en parlera. Mais vous ne m'avez pas répondu à la question, ange gardien ou âme damnée? Ange gardien. Ange gardien, allez, hop. C'est acté. Jean-Marie Le Pen approche de 92 ans, c'est pas un secret d'État, il poursuit ses activités. Je vois qu'il enregistre toutes les semaines son journal de bord sur YouTube, avec des dizaines de milliers de personnes qui le suivent. Est-ce qu'il a toujours quelque chose à dire au monde? En tout cas, le monde pense qu'il a quelque chose à dire, puisque le monde défile chez lui. La presse étrangère, la presse française, ça ne s'arrête jamais, beaucoup de rendez-vous. Beaucoup de jeunes aussi qui viennent le voir, qui veulent avoir visité une fois le monument dans leur vie. C'est ce qu'il dit généralement pour expliquer cet enthousiasme ou cette attention, cette sollicitude. Donc ça ne s'arrête jamais avec Jean-Marie. Il n'y a pas de journée vide. Et quand elles sont vides, il les remplit, c'est-à-dire qu'il réagit, il regarde la télévision, et il est toujours aussi créatif, je crois. Et vous savez où ça mène la créativité de Jean-Marie Le Pen? Ça mène déjà à ses mémoires, non? En partie, oui. Le deuxième tome, intitulé « Le tribun du peuple ». Tribun du peuple, qui suit, fils de la nation. Et nous avons vu aujourd'hui apparaître pour le premier volume la première traduction à l'étranger. C'est en Espagne, ça commence en Espagne, mais ça va continuer avec les Russes, les Anglais, les Autrichiens et pour l'Allemagne et ainsi de suite. Je veux dire que beaucoup d'éditeurs nous avaient demandé, puisqu'on parle des mémoires, d'attendre la parution des 2 tomes pour passer aux traductions, en pensant que peut-être la première partie était moins intéressante pour le public international, alors que la question Front National de 72 à aujourd'hui était mieux répandue. Et puis finalement, non. Les deux se suivent.
et décrivent une personnalité avec une vie incroyablement riche. Mais est-ce qu'on a le droit à un troisième épisode? Est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire? Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui se disent on n'a pas les textes de ses discours, ce qu'il a prononcé. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cela? Alors, ouais, je donne l'idée peut-être d'un troisième tome. C'est pas exactement un troisième tome. Il réfléchit à un nouveau livre. Tout ce qui n'a pas pu tenir là-dedans est sur un plan plus personnel. Et notamment par rapport au tome 2, autant tout ce qui concerne sa jeunesse, la Bretagne, etc., a pu se développer, mais Jean-Marie a fait on ne sait combien de fois le tour du monde. Et par conséquent, il y a beaucoup d'épisodes qui ne figurent pas dans les mémoires et qui pourraient donner lieu à un livre plus personnel, qui ne s'inscrirait pas complètement dans la suite des mémoires, mais qui serait tourné vers ses aventures plus personnelles, encore une fois, qui ne figurent pas. C'était impossible, je veux dire que tout cela fait 1200 pages au total. Il a fallu faire des choix, il a fallu qu'il fasse des choix. Alors encore une chose, c'est un sujet dont on parle depuis plusieurs années, sans être véritablement passé à l'acte. Nous avons à Montretout les archives de Jean-Marie Le Pen, qui pourraient donner lieu à une fondation, de manière à rendre tout cela public. Et cela concerne depuis 1976, car vous vous souvenez peut-être que Jean-Marie Le Pen a été l'objet d'un attentat, et que Villers-Poirier, tout ce qui était antérieur, a été détruit. En revanche, de 1976 à aujourd'hui, tout ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, les courriers, les procédures, les discours, les vidéos, existent. On ne peut pas imaginer qu'à travers une succession, tout ça parte un jour à la benne à cause de l'indifférence d'héritiers qui ne s'intéresseraient pas à ces sujets-là. Il faut donc le faire maintenant. Et rendre tout cela public, ça peut être une sorte d'inat du nationalisme à travers Internet et ainsi de suite. On y réfléchit depuis longtemps, il y réfléchit, mais j'ai le sentiment qu'il croit que si on fait ça, ça va entraîner sa disparition. Ça a été un petit peu le cas pour les mémoires. Il avait dit « je les écrirai quand je serai vieux ». Bon, il a attendu d'avoir presque 90 ans pour s'y mettre, même s'il y avait des textes plus anciens. Alors j'imagine que pour cette fondation, c'est le même raisonnement, mais le temps presse, il faut le faire. On verra alors. Mais associer INA au mot nationalisme, je pense qu'il y en a qui vont souffrir. Bon, ce vendredi, Alexandre Simoneau, qui est ici dans le public, qui est de Taverny, qui est candidat à Taverny, a fait la lecture d'un message de Jean-Marie Le Pen devant l'ambassade de Turquie à Paris. C'était il y a quelques instants. C'était un message de soutien à la mobilisation contre l'agression migratoire d'Erdogan aux frontières de la Grèce. Jean-Marie Le Pen, finalement, il n'a jamais cessé, même parfois en vain, d'être un lanceur d'alerte sur ces questions migratoires. Je crois qu'il l'a repéré très vite. D'ailleurs, au sujet de la Turquie, il n'y a pas que les Turcs qui sont plus de 100 millions, il y a les turcophones. Et là, il faut doubler le chiffre. Ensuite, nous regardions récemment ensemble les chiffres. La deuxième communauté à Berlin, en Allemagne, capitale de l'Allemagne, c'est la communauté turque. Et il y a plusieurs millions de Turcs déjà implantés en Allemagne. Alors, il est vrai que ce chantage s'apparente, je crois que c'est Marine Le Pen qui a dit cela, d'ailleurs, à un acte de guerre. Cette pression à travers un lâcher de migrants, comme dirait votre ancien invité Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, un lâcher de migrants ressemble à un acte de guerre et protégé par ce chantage odieux de mettre la situation des enfants au premier plan. Et dans une chose qui avait frappé Jean-Marie Le Pen, cette image qui a fait le tour du monde de ce petit garçon mort sur une plage, dans un climat qui faisait fortement penser à une mise en scène et qui lui rappelait un souvenir qui remonte à la guerre d'Algérie. Très souvent, les attentats étaient commis soit par des hommes déguisés en femmes, et généralement avec des petits-enfants planqués devant, avant d'ouvrir le feu sur les troupes françaises, vous voyez. Donc ce schéma, il le connaît bien, il l'a repéré il y a longtemps, il a presque en boucle son alerte sur la pression migratoire à travers l'explosion démographique du monde. Est-ce qu'il est pensable de tenir à 10 milliards sur cette planète? Nous allons voir. Pour l'instant, nous sommes à 7,5. Nous étions, je crois, 2 milliards, 2,5 milliards après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est exponentiel. Et je crois que c'est un autre invité que vous avez dû avoir, Éric Zemmour, qui disait « si nous étions toujours 2 milliards, on ne parlerait pas d'écologie ». Est-ce que l'Union européenne est aux abonnés absents? Ça vous surprend, en dehors de l'Autriche, la Pologne et Chypre, qui pour l'instant ont apporté de l'aide à ces courageux Grecs, l'Union européenne aux abonnés absents? Alors il semble que l'Union autorise les Italiens à faire un effort budgétaire particulier pour assumer leur propre situation. Le gouvernement italien s'engageant à dépenser 25 milliards d'euros rapidement pour faire face à la situation et à la pandémie, à l'épidémie sur leur propre territoire. Mais il est évident qu'il y a un retard à l'allumage absolument sidérant, mais c'est la vieille histoire de Kissinger. Je veux dire, l'Europe, quel est le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, si ce n'est pour inventer des contraintes qui dépossèdent les nations de leur souveraineté et qui font que nous ne sommes pas en capacité de réagir librement lorsque nous sommes confrontés à un sujet. Bon, on peut dire qu'il y a certains domaines qui sont mondiaux. Le médicament, par exemple, on n'ira pas regarder quel est le laboratoire, quelle est sa nationalité, si on trouve, dans le cas du coronavirus, une solution
un vaccin ou un sérum pour commencer, et puis un vaccin ultérieurement, si cette souche doit perdurer. En tout cas, on voit bien le désordre qui est en train de s'installer. On n'en connaît pas les limites, pour l'instant. L'idée d'une pandémie qui frapperait l'humanité, c'est une idée à laquelle Jean-Marie Le Pen a souvent songé. D'ailleurs, il l'a évoqué à plusieurs reprises. On l'a accusé de cynisme. Mais c'est peut-être le sort du monde de connaître ces grandes secousses de régulation par le malheur. Parlons de malheur. Dites-moi, on va parler des municipales. Dans un instant, on va parler des municipales. Cette émission qui est diffusée le vendredi à partir de 18h est en fait réalisée quelques jours auparavant. Et au moment où je vous parle, les élections municipales sont maintenues pour les 15 et 22 mars prochains. Au moment où je vous parle, les sujets que nous allons évoquer sont des sujets d'actualité. Donc on va parler des municipales. Et là, je m'aperçois quand même que Jean-Marie Le Pen, à Paris, il voterait Dati. Red comme balle, dit-il. Cela fait un peu quand même des ans dans la ville où le Rassemblement national a un candidat courageux qui milite, il s'appelle Serge Federbusch. Je trouve que c'est quand même fort de café. C'est d'autant plus fort de café que vous avez emboîté le pas ou que vous avez devancé Jean-Marie Le Pen dans cet soutien iconique à Rachida Dati. Ah, c'est le mot iconique. Mais Jean-Marie avait déjà parlé de ça dans le tome 2 de ses mémoires, en remarquant que lorsqu'il était député européen, et Rachida Dati l'était en même temps que lui, elle avait toujours été, à son égard, parfaitement correcte. D'une façon générale, d'ailleurs, les élus de droite, ou plusieurs élus de droite, dans l'atmosphère particulière du Parlement européen, qui est moins sous la pression de ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale ici, ont vis-à-vis de Le Pen, ou avaient vis-à-vis de Le Pen, une attitude assez détendue et presque amicale. Bon. Donc il s'en est souvenu, il a fait une allusion à cela dans ses mémoires. Et puis il répondait, il y a quelques mois, à une interview en Alsace, un média alsacien, en disant « c'est une personnalité qui mérite la confiance ». Vous vous souvenez peut-être que lorsque Jean-Marie Le Pen, en 1986, avait prononcé en réplique au discours de Jacques Chirac de politique générale cette phrase « Monsieur le Premier ministre, la confiance, ça se sent, ça se ressent, je n'ai pas confiance ». Après ce discours de politique générale, eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'il faut percevoir cette remarque à propos de Rachida Dati. S'il était électeur à Paris, raide comme balle, il voterait sans doute pour elle. Voilà. Quant au courage, vous savez, je ne dis pas que monsieur... Et vous n'avez même pas la volonté de contrebalancer, quoi. Vous avancez dans le même... Parce que je pense souvent la même chose que lui. C'est pas tellement étonnant. Hein. Je ne prends pas de consigne auprès de Jean-Marie Le Pen, mais il nous arrive d'être d'accord, et notamment sur cette question parisienne. Quelle est la priorité ? C'est d'assurer le départ de Madame Hidalgo. On est peut-être d'accord sur ce point. Et le seul moyen d'y parvenir, ce qu'on appelle le vote utile, qui, dans le passé du Front National, nous a été... C'est quand même formidable, parce que vous avez passé des décennies à nous raconter sur les salles de meeting qu'il fallait se méfier du vote utile, et c'est au nom du vote utile que vous appelez à voter Rachida Dati. Vous êtes remarquable. Le vote utile, c'était nous pour changer le système. Aujourd'hui, le vote utile, c'est Dati. Parfois. Parfois, quand il n'y avait pas d'issue et que nous n'étions pas présents. C'est le cas de 1981, où effectivement Jean-Marie Le Pen n'a pas pu se présenter alors qu'il avait déjà commencé une campagne présidentielle à la suite d'une manœuvre de Jacques Chirac. Mais là, on ne parle pas de Jacques Chirac. Je ne crois pas que Rachida Dati soit une chiracienne. Je crois un peu plus sarkozyste que chiracienne. Bon, admettons. Sarkozy, ça a l'air d'être clair. Oui, on peut le dire. En tout cas, dans cette situation-là, le vote utile, c'est d'assurer la défaite d'Anne Hidalgo. Bon. Et vous vous rendez compte que il y a un changement de vote utile. Vous vous rendez compte que vous êtes aujourd'hui représentant d'une droite radicale et que vous êtes en train de me vendre le produit de la droite classique, les Républicains. Vous la trouvez classique, Rachida Dati? Moi pas. Et en plus, elle est en phase avec l'époque, je crois. Elle a peut-être oublié quand même d'être opposante à Hidalgo. Je ne sais pas, par exemple, je voyais qu'elle va attribuer, sur la durée du mandat, si elle est élue maire de Paris, 180 millions d'euros pour la restauration des églises à Paris. Vous ne croyez pas que c'est utile ? C'est un bon exemple. Bon, ça peut concerner un certain nombre de nos amis, je crois. Et il y a d'autres exemples du même genre. Sur les questions de sécurité et de propreté, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans les programmes des candidats du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui, dans la plupart des villes où ils ont été capables péniblement de monter des listes. Je dis péniblement parce qu'on a annoncé 600 ou 700 listes, il n'y en a plus que 400, et encore, il faut arrondir en comptant Paris pour 17. Vous êtes sûr que M. Federbusch a bien monté 17 listes ? 17 listes. Parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de bulletins de vote. Présents partout à Paris. Ils seront dans les bureaux, mais pas dans les Je ne sais rien, là, il faut lui demander. Là, je ne suis pas le porte-parole de Serge Federbusch, comme je pense que vous n'êtes pas encore le porte-parole de Rachida Dati. Ni l'un ni l'autre, bon, effectivement. Donc pourquoi vous trouvez que j'en ai fait beaucoup en sa faveur, là ? Je trouve, mais ça m'amuse, mais pourquoi pas, après tout, Laurent Saint-Afrique pour le vote utile. Moi, j'ai cru que c'était le baiser du lépreux. Et d'ailleurs, après l'intervention de Jean-Marie Le Pen, elle a perdu 2%, je crois. Non, elle les a gagnés.
C'est le contraire qui s'est passé, c'est M. Federbusch qui a perdu des points. Apparemment, une partie des électeurs sensibles à ce que dit Jean-Marie Le Pen l'ont bien entendu. Mais il faut savoir ce que l'on veut. On se fait plaisir au premier tour ou on assure la défaite d'Hidalgo? C'est ça le sujet. On se fait plaisir au premier tour. Maintenant, si vous aimez beaucoup les rats qui sont gros comme des lapins sur le champ de Mars, vous votez Federbusch et vous aurez Hidalgo. Bon, eh ben écoutez, ça va lancer le débat sur les municipales. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. À tout de suite. Marine Le Pen au pouvoir, une réalité? Une majorité de Français, 56%, estiment que le parti de Marine Le Pen peut arriver au pouvoir. Jugée volontaire par 68% des Français, la présidente du Rassemblement national a-t-elle définitivement réussi sa stratégie de dédiabolisation? Est-ce la fin du plafond de verre? L'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, notamment dans la perspective de 2022, devient-elle une réalité? Voilà, on retourne sur le plateau de Bistro Liberté pour ouvrir ce débat en présence de nos sociétaires. Et je salue un revenant, avant de parler des jeunes femmes qui sont autour de moi, un revenant, le directeur adjoint du magazine Causeur, qui s'est offert à une interview de Michel Onfray ce mois-ci, Daoud Bourzala. Bonjour, bonsoir, je suis ravi que vous soyez avec nous à nouveau. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu? Oui, c'est le retour du fils prodigue. C'est le retour du fils prodigue, voilà. Et donc, bien évidemment, il passe avant tous les autres. C'est pour ça que vous êtes passé avant Marie Pinsard, essayiste, écrivain, journaliste. Bonsoir Marie. Tout ça, oui, ça s'enchaîne bien. Stéphanie, militante associative, présidente de Terre et Famille. Exactement. On vous connaît bien aussi, Bonsoir, Stéphanie. Martial. Bonsoir aussi à l'ami de Jean-Marie Bigard, Francis Bergeron. Vous avez continué à faire vos sketchs ensemble alors? Oui. On se voit régulièrement. Ça y est, c'est parti. Et ça avance bien. Ça avance bien. Oui. Vous êtes dedans d'ailleurs, cher ami. Oui, j'espère bien. Et on m'a dit que vous vouliez faire aussi des remplacements quelquefois. Oui. Et un numéro de claquette en plus. Un numéro de claquette. Bon, bravo Francis Bergeron, qui fait un numéro de claquette tous les soirs, tous les jours, dans le quotidien présent. J'allais dire le magazine, le quotidien présent. Et puis enfin, le plus jeune d'entre nous, j'avais il y a 15 jours omis, après vous et après Stéphanie, le plus jeune des hommes. Il faut que je fasse attention avec vous, Pierre, à chaque fois. C'est difficile, parce que je vous avais donné plus de 50 ans dans la précédente émission. C'était pas exactement le cas. Il fait plus de 50 ans. Et plus de 50 ans, tout, c'est là. Pierre Gentillet, avocat. Bonsoir Pierre, merci d'être là avec nous. Et je rappelle que vous étiez, il y a encore un ou deux ans, le président des jeunes de la droite populaire. Hein, voilà. Dans votre esprit, oui. Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans déjà? Ça fait 5 ans. Il approche vite. Il approche les 50 ans. Mais il approche les 50 ans réellement. Allez, on se retrouve avec notre invité. Ces deux plus grands fans le suivent derrière l'écran. C'est ceux qui font l'émission le journal de bord de Jean-Marie Le Pen, Marie Derbet, Vas-y Lorrain et Jean-Marie Le Pen. T'es le meilleur. Voilà, votre comité de soutien mobilisé grâce à notre dessinateur Ignace. Marine Le Pen au pouvoir. Vous êtes un contempteur acharné de Marine Le Pen. Pourtant, le Rassemblement national, ni de droite ni de gauche, porté par Marie Le Pen depuis 15 ans, eh bien, c'est un mouvement qui est peut-être plus étatiste, un mouvement qui est peut-être plus ouvriériste, un mouvement qui est peut-être plus jacobin. C'est pour reprendre les termes que Daoud m'avait si gentiment soufflé à l'oreille il y a quelques jours. Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous vous êtes totalement trompé. Non, c'est le seul parti de gauche qui marche. Vous avez remarqué? Bien joué. Alors, mais vous vous êtes trompé. Mais je suis pas de gauche. Oui, mais ça c'est... Mais voilà, vous vous êtes trompé, ça fonctionne. Regardez, alors, 56% des Français pensent qu'elle peut être au pouvoir. Jamais Jean-Marie Le Pen n'a eu ça. Le plafond de verre explose. Attendez, on a fait 35 députés quand il y en a 6, là, non? C'est pas le même mode de scrutin. Oui, mais on va toujours trouver une raison à ce moment-là. Est-ce qu'il vaut mieux faire les 18% être président au deuxième tour sur ses idées en 2002 ou se faire étaler à 33% comme la dernière fois, dans des conditions qui sèment un doute extrêmement intense. Mais sur ses idées, pas sur les vôtres, mais sur ses idées. À l'époque, c'était les siennes. Bon, maintenant qu'elle fait du jean-marisme, ça marche un petit peu mieux. Puisque vous avez noté que depuis le départ de Florian Philippot, elle reprend mot à mot à peu près ce que dit Jean-Marie Le Pen. Elle l'a encore fait d'ailleurs il y a quelques heures, en citant le général MacArthur. Vous savez, cette phrase que vous avez entendue, Jean-Marie Le Pen, depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui explique tous les échecs? 2 mots, trop tard. Alors, suis trop tard, compris trop tard, agis trop tard. Bon.
Elle dit ça à propos du coronavirus, elle cite son père. D'ailleurs, assez souvent, je retrouve des expressions chez Marine Le Pen qu'elle a attrapées. Voilà réjoui, donc vous n'êtes pas trompé, vous avez gagné. Familiale. Vous avez gagné alors. Bah oui, est-ce qu'elle est crédible pour tenir le discours de Jean-Marie Le Pen? C'est ça la question. Pour 56% des Français, déjà, oui. Pour 30% des Français qui veulent. Combien sont les Français qui ne veulent pas entendre parler du duel Macron-Le Pen pour la prochaine élection présidentielle? Ils sont beaucoup plus que 56%, non? Il ne faudrait pas qu'il y ait un paradoxe si on compare ces chiffres? Alors, je sais bien que l'opinion est versatile, que ça dépend des questions qu'on lui pose, et puis tout ça est si loin. Est-ce que vous ne pensez pas que, alors en retour, et après je cède la parole à nos sociétaires qui piaffent d'impatience, et ils ont bien raison, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle profite, Madame Le Pen profite de l'image d'Emmanuel Macron, un homme qui insécurise le pays, voilà, globalement. Oui, sûrement. Mais ce que l'on peut dire, et je crois que c'est une des erreurs, mais là je fais du Jean-Marie Le Pen, hein, puisque c'est une chose qu'il répète souvent, c'est la confusion de la direction du Rassemblement National, Front National devenu Rassemblement National, entre les lourdes tendances historiques qui traversent le monde entier d'une part, et l'efficacité de leur action à eux d'autre part. Autrement dit, vous pouvez faire n'importe quoi, ça monte. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'il y a une espèce de courant de fatalité historique qui fait que l'aspiration des peuples à retrouver une souveraineté, la contestation pour ce qui concerne notre continent, des mécanismes de l'Union européenne telle qu'elle est, et ainsi de suite, deviennent majoritaires et pénètrent les catégories populaires. Donc il est normal, quelque part, que, quoi qu'ils fassent, les dirigeants aujourd'hui du Front National, du Rassemblement National, ressentent ça comme des succès personnels. Si vous grattez un peu, personne de sérieux ne peut l'affirmer dans les termes où je viens de le faire. Vous établissez-vous une relation directe entre l'immense talent de cette équipe et les succès électoraux qui en découlent, ou les bonnes enquêtes d'opinion? Je ne sais pas vous répondre de ça. Non, mais moi, je constate les choses. Moi, je suis un observateur. Non, pas du tout. Moi, je suis un observateur. Et je constate qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, qui est la droite nationale, qui est un mouvement national, n'a jamais été aussi puissant en France. Et Jean-Marie Le Pen n'a pas réussi à le porter aussi haut. Voilà, ça c'est le constat que je fais. Après, vous avez votre liberté de jugement total. Le porter aussi haut, c'est peut-être vrai. Et à quoi ça sert ? Que vous fassiez 18%, que vous fassiez 30% avec 6 députés, quand nous en faisions 35, alors il est vrai que le mode de scrutin était différent, mais la stratégie était adaptée au mode de scrutin. Rassemblement National, vous vous en souvenez, Martial, c'était le nom, l'intitulé du groupe parlementaire, Front National, Rassemblement National. Toutes ces démarches ont été faites du temps de Le Pen, et souvent avec succès. Et puis il y a eu le deuxième tour de 2002, tout de même, qui a ouvert la voie. Il y a ce combat militant qui a duré plus de 40 ans sous sa direction, et qui a préparé la suite, qui a imprégné l'opinion d'une certaine manière. Alors ensuite, est-ce que Jean-Marie Le Pen a été plus combattu que ne l'est Marine aujourd'hui? Probablement oui. Question de génération, question de style, et puis peut-être qu'elle offre moins d'aspérité, parce que ce qu'elle dit est moins intéressant et moins un sujet à critique. On va écouter le point de vue des sociétaires. On va peut-être commencer par Marie et Stéphanie, si elles veulent bien, puisque avec Bigard, nos femmes avaient disparu. Elles sont réapparues, mais ça n'avait rien... On les a planquées. On les avait planquées avec Bigard. On les avait cachées, c'était notre volonté. Non, pas du tout. C'était totalement involontaire. Marie, voilà, l'idée que Marine Le Pen puisse être au pouvoir aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous paraît accessible déjà, réalisable? Alors, non. En fait, non. Alors, vous avez posé en voix off, vous avez dit, est-ce que le RN peut être au pouvoir? Peut-être. Est-ce que Marine Le Pen peut être au pouvoir? Là, j'ai tendance à dire plutôt non. Le plafond de verre explose? Non. En fait, en réalité, je n'ai pas le sentiment qu'il explose. Effectivement, il y a des bons... les statistiques sont bonnes. Il y a une bataille des idées. On voit bien que le Front National, enfin, le Rassemblement National occupe l'espace et finalement, c'est le seul opposant qui se trouve face à Emmanuel Macron, pour le moment en tout cas. Et donc, il occupe un espace de champ politique qui est complètement binaire. Hein. C'est ou Macron ou Marine Le Pen. C'est même à tel point, on ne parle même plus de parti, en fait. On ne parle même plus de En Marche contre le Rassemblement National. On parle d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. On a le sentiment que ce sont deux personnalités ou deux personnes qui vont s'opposer sur des idées... La logique, oui, alors oui et non, parce que tous les deux, finalement, sont dans un espèce d'entre-deux, de ni droite ni gauche, ou et gauche et droite.
Alors que c'est vrai que ça rompt avec une politique qui se faisait avec des partis de gauche, des partis de droite, ce qu'on appelait plus ou moins le centre, qui était un espèce on se mouille pas trop, on est au centre, comme ça on fait plaisir à tout le monde. Bon, ça n'a jamais servi à grand-chose, mais bon, pourquoi pas, si ce n'est apporter des voix. Et là, en fait, on a deux personnalités où les dés sont joués d'avance. Il y a Emmanuel Macron, En Marche, d'ailleurs EM, En Marche, c'est Emmanuel Macron, hein, c'est exactement les mêmes initiales. Pour la com, il est très bon, mais c'est aussi ce personnage qui s'impose. Parce que derrière le personnage d'Emmanuel Macron, il y a une substance quand même assez vide. C'est quoi l'idéologie d'En Marche ? Il y a Marlène Schiappa quand même. Oui, il y a Marlène Schiappa, c'est vrai. Il y a Marlène Schiappa, il y avait Benjamin Griveaux, qui, en termes d'idéologie, a quand même apporté une contribution. Son talent de réalisateur. C'est sûr, voilà, c'est un membre... Oui, viril. En tout cas, voilà. Bon, bref. Et donc, oui, il y avait... Ça a été... aussi. Il y a Sibeth. Ah oui, il y a la porte-parole, ça c'est vrai, faut pas l'oublier, mais l'idéologie de En Marche, c'est quoi ? Je vais faire la même réponse que Laurence a fait. Moi, je n'en fais qu'observer et je non, prends mais je pose la question, c'est quoi ? Je vous repose la question, c'est à vous d'y répondre. C'est quand même assez en termes clair. d'idéologie. Oui, c'est de l'ultralibéralisme Oui, d'un c'est côté ça, et du socialisme sur le plan des idées, sur le plan sociétal de l'autre. On a quand même... c'est le ni droite ni gauche, mais c'est l'extrême libéralisme et l'extrême libéralisme sociétal avec tout ce que ça comporte de totalitaire. Oui, et justement, est-ce que ça suffit à faire une idéologie pour la France ? J'entends... Ah non, mais est-ce qu'on en veut ? Ça, voilà, c'est autre chose. C'est ça. Est-ce qu'on en veut ? Est-ce que c'est ça dont on a besoin ? Est-ce que c'est ça que la France a envie de porter, puisque c'est terme à la mode, porter une idée, on ne porte plus les idées, c'est plus les idées qui nous portent maintenant, on est porté par des idées. Donc déjà, ça en dit long. Et il y a une idéologie, c'est ça, moi je pense qu'il y a une idéologie, et cette idéologie, on la connaît maintenant. Oui, on la cerne bien. C'est pour ça qu'il est devenu très impopulaire. Elle est européiste, elle est mondialiste. De toute façon, nous avons en France les mains liées, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron qui arrive au pouvoir. Je pense que de toute façon, ça ne changera pas énormément les choses. On va passer à Stéphanie, parce que Bigard-Bergeron, maintenant, monopolise la parole, mais il va nous faire un sketch de l'exorciste avant la fin de l'émission. Stéphanie. Oui, alors j'avoue que le sujet est, assez vide, parce que ces personnages qui sont en tête de gondole, finalement, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, là je rejoins tout à fait le point de vue de Francis Bergeron. Emmanuel Macron, c'est très clair, il épouse les thèses mondialistes. On est vraiment pris dans la tenaille entre l'ultralibéralisme qui se ferme sur une mâchoire ultra-socialiste, bureaucratique, interventionniste, jacobine. On a vraiment tous ces éléments du poison de ce régime. Mais alors déjà, par rapport à l'histoire du Front National, il y a eu un choix qui a été fait par Jean-Marie Le Pen. Il a fait le choix de sa fille contre Bruno Gollnisch à une certaine époque. Et je trouve que finalement, on récolte les fruits qu'on sème quelque part. Je suis désolée de le dire. Vous savez que dans ses mémoires, il conteste cet appui. Pourtant, j'avoue en avoir été assez témoin, moi, et l'avoir vraiment, en tant que très proche à l'époque, l'avoir compris sous cet angle et l'avoir foncièrement regretté. Cela dit, depuis, j'ai vieilli et je m'aperçois... Si, je vous assure. Non. Et je m'aperçois que tout ça est quand même extrêmement vide, parce que l'idéologie dont vous parlez, de ces têtes de gondole, quand on sait que derrière, on a les pieds et poings liés par ce libéralisme et ce socialisme confondus, et que nous avons le choix entre une tête de gondole et une autre tête de gondole, cela dit, avec le même décor en arrière-fond, et le résultat sera le même, puisque nous sommes prisonniers. Mais... donc, qu'est-ce qui leur reste à nos têtes de gondole ? Être en tête de gondole, c'est-à-dire à plaire. Et donc, plaire, c'est monstrueux, en fait. Plaire, ça coûte très cher. Plaire, ça repose sur ce régime pseudo-démocratique. Et en fait, pour y participer, il faut être très riche. Ça coûte très cher de plaire. Et donc, on s'endette énormément. On s'endette pour plaire. Pour plaire, il faut plaire à tout le monde. Donc, on se retrouve forcément, pour pouvoir brasser très large, dans une espèce de foire-fouille aux idées politiques et dans une espèce de néant total qui glisse doucement vers
vers le n'importe quoi et qui est la porte ouverte à n'importe qui, puisque l'important, c'est de ne pas avoir des idées, c'est de plaire. Donc, est-ce que vous avez la bonne bouille et pas la bonne bouille, etc. Et donc, on rentre dans un vide intersidéral de la politique. Et moi, vraiment, j'en appelle de mes vœux de véritables hommes d'État, une véritable intelligence politique, et comme dirait Charles Maurras, une intelligence politique qui saurait retrouver sa vraie place, c'est-à-dire une vraie place modeste, consultative, et qui, dans un temps transitoire, saurait montrer qui doit réellement avoir le pouvoir et saurait montrer qui doit porter la couronne. Mais certainement pas quelqu'un qui ait la charge de plaire, c'est-à-dire avoir la charge de plaire pour un chef. Un chef ne doit pas avoir dans l'idée est-ce que je plais. Un chef ne peut pas plaire. Plaire, c'est complaire. Plaire, c'est complaire. Cette notion est intéressante. J'appelle des intellectuels l'intelligence politique à se révéler pour aller vers un vrai chef. Plaire, c'est complaire. Oui, plaire, c'est complaire. Daoud, exactement. notre fils prodigue. Daoud Borzala, de Causeur. Votre point de vue. Je crois que vous faites une enquête actuellement sur le Front National pour Causeur, pour le magazine Causeur. J'essaye de monter un reportage d'idées sur le thème un peu iconoclaste, étatiste, égalitariste, peut-être laïcard. Le RN est-il la nouvelle gauche ? Voilà, mais au-delà de cet intitulé un peu provocateur, donc je consulte beaucoup, de Bruno Larebière, Amalia Rakis, en passant par Bernard Monod, des gens qui plus ou moins déçus, certains aussi qui défendront les conceptions de Marine Le Pen. Mais en fait, l'impression que j'ai, alors là je vais vous citer Bruno Larebière, qui reprend un mot célèbre, il dit « Oui, sur un malentendu, ça peut marcher ». Le RN peut être élu, Marine Le Pen, effectivement, tant la grogne est importante. Mais la vraie question, c'est conquérir le pouvoir, pourquoi faire ? Comment l'exercer ? Et là, j'ai de gros doutes, parce que autant la gauche de 58 à 81 avait patiemment maillé le territoire avec des élites économiques, des énarques, des élites juridiques, un pouvoir culturel, l'ORTF, etc., y compris sous le gaullisme, un gros travail culturel d'infiltration des élites, en fait. Autant là, j'ai l'impression que c'est le calme plat. C'est-à-dire que, quand bien même, imaginez que Marine Le Pen ait tous les pouvoirs un jour, qu'est-ce qu'elle appliquerait finalement ? Quelle politique migratoire ? Qu'est-ce qu'elle pense de la remigration ? Au-delà des slogans, comment ça marche ? Comment franchir ce qui était le mur de l'argent, qui est devenu le mur de Bruxelles, puisque la France a quand même les mains liées. Il y a des engagements internationaux, ne serait-ce que sur la politique migratoire, la CEDH, etc. Marion Maréchal a commencé à parler à avoir des arguments sur le bloc de constitutionnalité. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait ? Sur l'économie, est-ce que vraiment Marine Le Pen, sur des questions comme les retraites, veut toujours appliquer le programme socialiste de 80, la retraite à 60 ans ? Voilà, tout ça, c'est des questions qui se posent. J'ai pas l'impression qu'au niveau de la préparation du travail de fond, soit beaucoup plus avancé que le débat d'entre-deux tours 2017, qui apparemment n'était pas un accident, plutôt un révélateur. Donc voilà. Je vous pose une question. Je me fais le défenseur ou l'avocat du diable, peu importe. On a dit ça pour les municipales, parce qu'on parle des municipales. Oui. On a dit ça. On a dit le Front National, s'il dirige des municipalités, ça va être l'enfer, les gens vont partir, les gens vont s'enfuir. On s'aperçoit quand même que ça fonctionne même mieux qu'ailleurs, partout. Au municipal, il y a moins de candidats Rassemblement National aujourd'hui qu'en 2001, en 95, voire qu'en 89. C'est pas ma question. Ma question, c'est de dire, il y a des maires FN. Mais c'est sa réponse. Oui, mais moi je repose une autre question, parce que je suis le patron de l'émission, vous savez, donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver là, donc je ne pourrais pas prendre ma place comme ça, non, mais merci. Et en plus, ils sont à peu près d'accord. Plus sérieusement, on a dit dans les municipalités où le RN arrivait, qu'ils ne tiendraient pas la route, qu'ils ne tiendraient pas leurs engagements. Ils ont tenu la route, ils tiennent leurs engagements, et on peut penser que dimanche, selon toute vraisemblance, s'il y a bien l'élection, ils remporteront leur mairie à nouveau pour la plupart. Mais ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que la confiance, l'inquiétude que vous indiquez pour la tête de gondole, dirait Stéphanie, c'est un peu la même chose qu'on avait pour ces maires-là. C'est-à-dire que si on fait confiance, on peut y arriver. Je nie pas le fait qu'il puisse y avoir de bons élus locaux, mais il ne vous échappera pas qu'un maire n'a ni la compétence économique qui ressort de la région, ni les pouvoirs régaliens. Un maire, évidemment, n'a
n'a pas la compétence de la politique migratoire, au premier chef. Et puis quelqu'un comme Robert Ménard à Béziers, dans des villes comme Lunel, par exemple, prendre un exemple, il est très, très admiré. Ils aimeraient avoir un maire comme ça. Mais ce que je vous dis, par exemple, prenez un endroit comme la Creuse. Depuis 2014, le RN gagne systématiquement les élections européennes dans la Creuse. Sauf qu'il n'y a personne entre-temps, en fait. C'est une boîte aux lettres. Donc, le parti qui nous parle de démétropolisation est en fait... Il n'y a personne en face non plus. Hein. Si, quand même, il y a des candidats qui se présentent. Oui, non, mais il n'y a personne... Oui. Non, mais même Emmanuel Macron a su récupérer quelques petites élites. On y installe en ce moment des migrants, mais il n'y a personne en Creuse. Oui, enfin, bon... Non, mais c'est pour vous dire que moi, je ne fais pas du tout de procès... Non, mais c'était pas mon propos non plus. Pour des bons élus locaux, il peut y en avoir, mais en fait, ça ramène... ce serait des victoires impérieuses, parce qu'il n'y a plus d'école de formation. La forme parti est en crise, hein, vous échappera pas, on n'est plus autant d'épinés. Donc, en fait, les partis ont tendance à se transformer quasiment en boîte de communication, à réagir au gré de l'opinion, et le Rassemblement national n'échappe pas à la règle. On va essayer de poursuivre sur ce tour d'horizon. Je vais peut-être donner la parole à Pierre Gentillet. Parce que finalement, Francis, vous avez écrit ce que vous pensez dans le quotidien présent. Donc je sais déjà ce que vous allez me dire. Pierre Gentillet, non. Sur quoi vous voulez Ça sera mieux construit. C'est la question qu'on vous a posée, c'est-à-dire Marine Le Pen au pouvoir, une réalité, point d'interrogation. Je ne sais rien, si on doit réagir au sondage, tout le monde s'est focalisé sur le sondage, je crois que c'est 57% des Français qui pensent que Marine Le Pen va arriver au pouvoir. Faut prendre un peu à rebours, parce que on nous crée un scénario sur un sondage. Dans le même temps, il y a un sondage qui dit, si on regarde un peu tout, qui dit que 2 tiers des Français ne veulent pas de l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Donc en fait, quand on dit 56% des Français, 57% pensent que Marine Le Pen peut arriver au pouvoir, ça ne veut pas dire qu'ils le souhaitent. Donc mais c'est ni en négatif ni en positif. Ce sondage n'a aucun intérêt. Je vais vous donner l'éditorial du Monde qui est associé au sondage. Le Monde, le Soros quotidien, là, face au RN et Marine Le Pen, le risque de l'accoutumance. Oui, Le Monde s'inquiète parce qu'on connaît les journalistes du Monde, c'est les mêmes que ceux de Libé, c'est les mêmes que ceux de France Info, et donc ils préfèrent s'inquiéter 2 ans avant plutôt que d'arriver au pied du mur et de hurler à la catastrophe. Mais voilà, les journalistes, effectivement, comme Le Monde, France Info, Libé, je pourrais tous les citer pour une partie, font comme ils font d'habitude, ils agitent le chiffon rouge. Ensuite, il faut peut-être mettre un bémol quand même sur ce qu'on peut penser de la capacité de Marine Le Pen à arriver au pouvoir. Moi, je serais plus nuancé. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est une banalité de le dire, il faut toujours se méfier en politique des scénarios écrits d'avance. Je m'étais amusé à faire avec un ami le jeu de remonter toutes les élections présidentielles et de se dire, allez, 3-4 ans avant, est-ce que ce qu'on pensait... je sais pas, allez, admettons, en 2008, 2009, est-ce qu'on pensait que François Hollande allait arriver à être président de la République ? Et on avait remonté comme ça 30 ans, et en fait, on s'était rendu compte que systématiquement, le scénario auquel on pense se réalise en réalité très peu souvent. Il n'y a qu'en 2007 où vraiment c'était à peu près écrit d'avance que, en 2004, que Sarkozy, il y a eu un petit peu Villepin à un moment qui a fait penser que peut-être qu'il allait remplacer... En 88 ou 4 ans avant, non. Parce que 4 ans avant, la gauche est en mauvais état et on pense pour le coup que c'est Chirac qui va l'emporter. Et on ne pense pas du tout à ce que ce soit Mitterrand. On se dit que la gauche, ça va être une parenthèse dans l'histoire de la République. Donc on peut en fait remonter tout le temps. Il y a cette histoire de l'imprévu, et l'imprévu en politique, en plus dans la société des médias, il faut de l'imprévu parce qu'il faut générer c'est ce qui génère une dynamique en fait. Donc je méfie beaucoup des scénarios écrits à l'avance, de la même façon que je méfie de cette dédiabolisation, parce que la dédiabolisation, je sais pas si... ça fait 10 ans qu'on parle de la dédiabolisation. Depuis que Marine Le Pen a pris le contrôle du Rassemblement national, je n'entends parler que de dédiabolisation. Donc en fait, dédiabolisation, ça veut dire quoi ? Il faut distinguer la presse et les gens, quoi. Si vous demandez en privé aux gens, ce qu'ils pensent de Marine Le Pen, ce qu'ils pensent des idées, même du Rassemblement national, si on distingue, comme vous le faisiez, je suis d'accord avec vous, les idées de la personne, je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on voudrait nous dire. Donc la dédiabolisation, en fait, on en parle depuis 10 ans pour dire elle n'est pas encore complètement dédiabolisée. C'est ça ce que ça veut nous dire, en fait. Donc il y a un conditionnement de la presse dont il faut bien avoir conscience. Et je voudrais terminer sur le cœur de la question, c'est est-ce qu'elle peut arriver au pouvoir avec une partie de ce que j'ai dit. Moi, je pense que 2022 est une élection qu'on ne peut, mais vraiment absolument pas prévoir, parce que c'est tellement annoncé, j'ai jamais vu.
suis prêt à accueillir les contre-exemples, mais j'ai jamais vu 3 ans avant, maintenant 2, avant une élection, un scénario autant écrit et aussi précisément. C'est-à-dire que là, on ne prévoit pas seulement le premier tour, on prévoit d'emblée le second tour, et même le résultat de ce dernier. Donc, si vous voulez, méfions-nous un peu de tout ça. Et puis, il y a quand même autre chose qui devrait quand même peut-être nous remettre un peu en perspective. On a parlé du débat je crois que c'est Daoud qui parlait du débat de Marine Le Pen en disant que ça avait été une catastrophe, etc. Bon. Il se trouve que la majorité des gens avec qui je discute de ce débat n'ont pas regardé ce débat en entier, en fait. Donc je ne comprends pas trop comment est-ce qu'ils peuvent parler de ce débat. Je ne dis pas que c'est votre cas. Tout le monde sort comme un mantra, comme on sort le détail de Jean-Marie Le Pen, cette histoire de débat en pensant que c'est son boulet. Allez regarder le débat. Alors, hormis 2-3 séquences, je suis d'accord, qui en fait tiennent plus de l'esthétique que finalement du fond, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez ce qu'elle dit. Elle annonce en fait le quinquennat de Macron, quoi. Et écoutez un peu ce qu'elle a dit. Donc, si on revoit rétrospectivement ce débat, évidemment, elle n'est pas parfaite. Mais de là à dire que c'est la calamité, je pense qu'on en a trop fait. Et puis il y a autre chose aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est que systématiquement, depuis l'élection de 1974, on a acté, les médias ont acté dans un schéma très américain, que c'est le débat qui fait 5-10% de l'élection. Et donc du coup, chaque petit détail doit être surexploité pour créer un scénario médiatique. Donc, je termine. Je t'ai promis. Je pense que c'est ça dont on n'en a pas parlé, la recomposition politique qui a eu lieu grâce à Emmanuel Macron, et en particulier à droite, avec une destruction qui met du temps progressivement, mais des Républicains et l'éparpillement de l'électorat LR, à mon avis, peut créer des surprises aux prochaines élections régionales, en particulier en faveur du Rassemblement national, et créer une dynamique, parce que la politique, c'est pas de l'arithmétique, c'est de la dynamique pour les élections présidentielles. Voilà, touchez pas à Dati. Alors, vous êtes un homme de communication. Dans ce que dit Pierre Gentillet, si vous avez une réaction, puis aussi sur la notion de ce débat, vous avez su... Je vais commencer par ça, mais autrement dit, vous conseillez à Marine Le Pen de favoriser la rediffusion le plus souvent possible de ce débat, de façon à combler les manques de ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. Je suis pas sûr qu'on ait 2h30 tout le temps pour diffuser le mais débat. en s'y prenant bien, on peut peut-être, avec Internet, etc., non, faire mais sur en le sorte fond, que tout le monde le voit. Oui, mais enfin, la personnalité, elle oui, mais ça, c'est la forme. Moi, je vous parle du fond, en fait. Oui, mais alors, regardez, Emmanuel Macron a fait une campagne où il n'y avait pas de fond. Je veux dire, moi, j'ai regardé beaucoup de meetings à la télévision d'Emmanuel Macron avec Jean-Marie Le Pen. Au bout de 20 minutes, je le voyais fou furieux de la perte de temps, cherchant une idée, l'apparence de quelque chose qui se tient, etc. On était dans du n'importe quoi, il y avait du bruit, il y avait un certain élan comme ça, un public aux ordres qui acclamait, mais il était hors de lui. Bon, je ne vous dis pas ce qu'il a pensé du débat Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour le deuxième tour. Alors, regardez tous les deux, à la fin de ce débat, dans son canapé, il avait la taille de Mimi Mati, si vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être qu'il n'y connaît rien. Hein. Mais enfin, en tout cas, lui, il l'a vu. Je pense que le président Poutine l'a vu aussi, si vous voyez ce que je veux dire, pour la suite. Et qu'un certain nombre de banquiers ont dû le voir également, ce débat, et fondé... Vous pensez que ça a changé leur avis ? Je pense que ça a consolidé une opinion qui était peut-être déjà faite, mais qu'en tout cas, aujourd'hui, ceux qui avaient des doutes n'en ont plus aucun. On va donner la parole... Alors, oui, encore une toute petite remarque, parce que je ne suis pas complètement négatif. Vous n'êtes pas complètement négatif. Non, par rapport à ce que je viens d'entendre, il est vrai que les pronostics ont toujours été déjoués. Sinon, Jacques Delors, Raymond Barre, la liste interminable des présidents de la République française, n'est-ce pas ? À une époque, Raymond Barre, éventuellement Poher, Édouard Balladur, évidemment, qui était annoncé comme le Lionel Jospin. En 46. Là, c'est un cas particulier, il a fallu l'aide de l'armée, vous vous souvenez. Et je ne suis pas sûr que Marine Le Pen obtienne le même résultat. Bon. Voilà, donc il est vrai que les enquêtes d'opinion qui prédisent l'élection présidentielle se sont toutes absolument cassées la gueule, et tous ceux qui y ont cru, les électeurs comme les candidats potentiels, et qui ont fondé leur stratégie là-dessus, sur de bons sondages, ont tous échoué. Bon, ça ne se passe jamais comme ça. Les gens ne supportent pas qu'on leur explique ce qu'ils doivent faire. C'était particulièrement vrai en 1995, hein, entre Balladur et Chirac, où on voyait bien, à un moment, que les Français ne voulaient pas aller dans le chemin qui proclamait Édouard Balladur président de la République. C'était écrit partout, c'était inévitable, les sondages étaient formidables. Bon, on connaît la suite. Je veux dire que c'est systématiquement, et là vous avez tout à fait raison, donc ces enquêtes à 2 ans de distance n'ont finalement absolument aucun sens. En revanche, la différence qu'il faut faire entre la personnalité ou la capacité de Marine Le Pen d'une part, et l'idée Rassemblement National telle qu'elle est perçue par l'opinion, c'est-à-dire la marque, le parti, le Front National pour faire simple, parce que voilà, Rassemblement ou Front, c'est exactement la même chose. C'est une idée qu'on trouve et dont on retrouve l'expression
corpus idéologique partout en Europe, principalement sur les thèmes de souveraineté, de sécurité, d'indépendance nationale, de ressenti, de menaces culturelles et ainsi de suite. Bon, tout cela, vous le voyez partout. Par conséquent, il est vrai que qui que ce soit à la tête du Front National ou du Rassemblement National, le courant existe, je crois l'avoir dit tout à l'heure, l'erreur pour eux serait de croire qu'ils y sont pour quelque chose. Voilà ce que je pense. Et que par conséquent, je n'attribue aucune espèce de valeur à ces enquêtes. Je vais laisser à Francis Bergeron un peu le mot de la fin, si vous voulez, parce que Francis, avec le quotidien présent, a fait un choix politique. Oui. Politique de soutien au candidat. On en a fait la une. Soutien de Marine Le Pen. On en a fait la une aujourd'hui sur notre position. Donc c'est vrai, nous soutiendrons les candidats, les listes qui défendent nos valeurs ou qui approchent nos valeurs. Pas que Front National d'ailleurs. En général, des listes du Rassemblement National et nous avons interviewé beaucoup de patrons de listes du Rassemblement National, mais nous affirmons notre soutien à des gens comme Ménard, évidemment, à Béziers, comme les Bompard du côté d'Orange, qui ne sont pas forcément soutenus par le Rassemblement National, mais qui défendent je dirais, d'une manière assez forte, des valeurs qui nous sont extrêmement, chères. Qu'est-ce que vous faites dans le cas de Tarascon? Je voudrais... Nous soutenons également cette jeune femme... Valérie Lopi. Oui, absolument. Bien qu'il y ait une liste du Rassemblement National contre elle. Mais bon, c'est leur problème. De toute façon, nous les soutenons. C'est-à-dire que nous n'appelons pas nos lecteurs à voter sur telle liste ou telle liste. Nous disons simplement que Valérie Lopiès, que Ménard, que Jacques Bompard, que Ravier, que beaucoup d'autres défendent des valeurs qui nous sont extrêmement chères. Voilà. Et on n'est pas un journal électoral et nous ne sommes pas un tract présent, n'est pas un tract électoral, ni le tract du Rassemblement National, ni d'un autre mouvement, parti ou groupuscule qui défendrait des valeurs assez proches. Et en deux mots, cette réalité, est-ce que vous considérez, vous militez quand même pour cela, pour que Madame Le Pen ou le Rassemblement National ou les idées qu'elle porte soient majoritaires dans notre pays en 2022? Oui, bien sûr, nous militons pour que les idées... Enfin, Présent est un journal engagé. Présent a toujours été un journal engagé depuis sa fondation, depuis sa création, et nous militons pour que des partis, mouvements, courants, journaux, clubs qui défendent à la fois l'identité, la souveraineté et la chrétienté soient forts dans la France d'aujourd'hui, parce que ce sont nos valeurs. Maintenant, pour répondre, si j'ai encore 30 secondes. Pour répondre à la question qui était posée. Cette question, il y avait deux questions. Il y avait une première question, c'était finalement, la dédiabolisation est-elle réussie et le plafond de verre va-t-il sauter? Moi, je dirais que c'est aussi ce que nous disons dans notre éditorial d'aujourd'hui. Je dirais que la dédiabolisation, il ne faut peut-être pas aller trop loin aussi. Là, on est peut-être allé un peu loin. Et là, je rejoins un petit peu, sans doute, ce que pense notre invité, c'est que quand on voit qu'à Montpellier, on met à la poubelle une liste nationale, identitaire, avec des chrétiens, parce que le troisième de liste a décroché un drapeau LGBT de la mairie de Montpellier, je me dis que là, il y a quand même un petit problème. Et moi, je trouve il aurait bien dommage... fait d'enlever le drapeau français. Oui, ça aurait peut-être été plus admis. Donc moi, je trouve ça tout à fait regrettable. Je pense que la dédiabolisation n'est pas toujours souhaitable. Et je pense qu'en plus, la dédiabolisation n'aide pas forcément à crever le plafond de verre. Vous avez l'exemple de Trump. Trump, il a été diabolisé de partout, n'empêche qu'il a pété le plafond de verre lors de son élection. Donc il n'y a pas forcément une inadéquation entre la dédiabolisation et le plafond de verre à faire sauter. Je poursuis juste, et la diabolisation, elle vient de la presse, et Trump a gagné justement parce qu'il a tapé contre la presse. Exactement. Et en plus par ses propos. Voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et là, juste pour terminer. Parce que les gens détestent la presse. Juste pour terminer, faut-il, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut arriver au pouvoir, etc. Je me dis que là aussi, le débat, c'est pas exactement ça. Moi, personnellement, je dis pas que c'est la position de présent. Personnellement, ce que j'aime bien, moi, c'est pouvoir être au bistrot, taper sur les gens du gouvernement, sur le zinc et hurler un petit peu avec les loups, avec tout le monde, en disant
ces connards, ils sont mauvais, ils font rien, etc. Et à partir du moment où on se retrouve au pouvoir, où des gens qu'on aime ou qu'on est censé aimer se retrouvent au pouvoir, cette faculté, ce rôle-là, on peut beaucoup moins l'exercer, donc c'est assez frustrant. Inversement, quand vous regardez le Parti communiste, et je vais terminer là-dessus, quand vous regardez le Parti communiste dans la France d'après-guerre, vous avez un Parti communiste qui n'a jamais été au pouvoir, officiellement, n'empêche qu'il était au pouvoir dans les grandes entreprises, il était au pouvoir dans la presse, il était au pouvoir dans les idées, il était au pouvoir dans le monde culturel, socio-culturel, etc. Il était au pouvoir partout, et il était tellement au pouvoir, malgré le fait qu'il n'a jamais dépassé 30% des voix, il était tellement au pouvoir que 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, alors qu'il n'y a plus de parti communiste, il n'y a plus de communistes en France, ou moins de communistes avoués, eh bien ils sont encore au pouvoir dans les médias, ils sont encore au pouvoir à la télé, ils sont encore au pouvoir chez les artistes, etc. Ce qui prouve, et même dans des municipalités, ils tiennent encore des municipalités alors qu'ils ne représentent plus rien. Ça veut dire qu'ils ont créé, ils sont implantés d'une manière extrêmement forte. Et pour conclure, Francis, non, pas pour conclure. Non. Je souhaite un RN pas trop dédiabolisé, très puissant, mais pas forcément au pouvoir. Voilà. D'accord, voilà. Jean-Marc. Vous êtes l'invité, vous avez le droit. Juste une phrase à propos de Présent. Bon, il est certain que Jean-Marie Le Pen milite pour la bonne santé de Présent et qu'il ne faut pas hésiter à le solliciter dans ce domaine. Il est important que Présent continue. Vous subissez des attaques de toutes sortes. La question budgétaire est évidemment au cœur de tout. La subvention est menacée ou elle est même supprimée. Elle a été supprimée, mais elle va être rétablie en 2020, nous a dit le ministère de la Culture. Il faut tenir. Il faut tenir. Et donc... Car nous sommes alignés sur l'humanité, et à partir du moment où on s'aligne sur le prix de vente de l'humanité, notre avenir est garanti. Vous n'étiez pas assez cher, je crois. Voilà, pas assez cher. Donc, vous pouvez compter sur Le Pen. En tout cas, quoi qu'il puisse faire pour la survie de Présent, il est très Jean-Marie attaché. Le Pen, on en parle à l'instant, n'a pas brisé le plafond de verre parce qu'il était un peu underground. Avec voilà, c'est Ignace. Ignace qui a trouvé quel était l'adversaire prioritaire pendant longtemps de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire le Grand Orient. Et là, un homme du Grand Orient dit « Marine Le Pen peut briser le plafond de verre, mais il faut qu'elle soit d'équerre ». Jeu de mots. Marie Pinsard, dans les jeux de mots, on continue. Si Marine brisait le plafond de verre, je concevrais des pinces à linge artistiques qui porteront la marque Pince Art. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais il est atteint par le coronavirus. Alors là, c'est pour vous, Francis. Si Marine brisait le plafond de verre, avec Présent, on s'engouffrerait avec elle dans l'étage supérieur. Voilà ça. Message pour... Et là, cette fois-ci, c'est Bill, ça, il se reconnaît. Si Marine brisait le plafond de verre, je n'ai rien contre, pourvu que les verres ne soient pas vides. Voilà. C'est dingue. Et même tout le monde rigole de ces gens. Les gens s'en plaignent. Il est alcoolique jusqu'au bout. Les gens sont gentils. Voilà. Bon, allez, si Marine brisait le plafond de verre, ça c'est pour vous, Pierre. Je troquerais ma robe d'avocat contre une chemise hawaïenne pour faire du DJ à Sifour les plages. Okay. Comprenne qui pourra. Ouais, vous connaissez Sifour les plages? Non, moi non plus. Bon, allez. Si Marine... Ah, là c'est pour Stéphanie. Si Marine brisait le plafond de verre, je virerais à coups de pomme les occupants de l'étage du dessus. Voilà. Et puis pour Daoud, enfin, si Marine brisait le plafond de verre, je m'épilerais le torse pour y tatouer All you need is love. Je sais pas si... Je sais pas. Là, je sais plus de... Je suis glabre, hein. De toute façon, je suis glabre. Bon, ben voilà, donc c'était pas pour lui. Et puis enfin, pour vous, Laurent, Saint-Afrique, si Marine brisait le plafond de verre, je présenterai le JT de 20h avec Marine Derbet, qui est votre acolyte dans le journal de bord de Jean-Marie Le Pen. On se retrouve tout de suite pour la fin de cette émission sur Bistro Liberté avec Laurent Saint-Afrique. Voilà Laurent Saint-Afrique avec nous pour ce Bistro Liberté, le conseiller de Jean-Marie Le Pen avec nous et avec toute une série de questions que l'on va vous poser à travers une voix. Nous avons engagé des sommes remarquables. Daoud, vous avez remarqué par rapport aux fois précédentes, là maintenant on s'est énormément amélioré. On a acheté une voix à vil prix et c'est celle-ci qui pose des questions. La première question, on écoute la voix. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué au cours des derniers mois ? Je
Je crois que c'est la lecture de la presse parlant du déficit du Rassemblement national. Il y en a tous les jours, et ça m'a beaucoup frappé. Parce que je me souviens que lorsque Le Pen quitte la présidence du Front, nous sommes en 2011, le Front est excédentaire de 5 millions d'euros. Et je lis partout qu'il est déficitaire de 24 millions 9, presque 25, et qu'en plus, l'État lui réclame 11 millions, que le Parlement européen réclame 7. Enfin, voilà, ça, je considère qu'il y a un mystère, vous voyez, un petit peu au sens catholique des choses, en 2011, un mystère. il est à 10%, il est à 30% aujourd'hui. Oui, on peut dire ça comme ça, mais mais les 30%, vous êtes sûr que c'est pas les intérêts qui vont être liés à la dette? C'est vite dit, ça. Je veux dire que si vous êtes sur du sable et que le sable est mouvant, plus vous êtes lourd, plus vous vous enfoncez vite, non? C'est un peu l'idée. Moi, je ne vois pas comment des choses pareilles sont possibles, qui font apparaître des pertes de militants, mais abyssales. On passe de 80 000 à 20 000, en gros, hein, quand on fait une petite projection à partir des cotisations. Enfin, je trouve ça très troublant. En plus, quand on gratte un peu, quand on regarde les salaires, enfin, des choses comme ça, voilà, ça forme un ensemble, une nébuleuse, qui, en additionnant tout cela, me semble être le fait d'actualité qui m'aura le plus frappé ces derniers mois. Autre question. Quel est votre héros dans la fiction? Dans la fiction. Oui, c'est pas facile. Dans la fiction. Dans la fiction. J'ai du mal avec ça. Bah, vous revenez la prochaine fois, on en reparle dans 15 jours. Non, je sais pas. Oui, je reviens la prochaine fois. Je me suis pas fixé sur quelqu'un en particulier dans les personnages de fiction. Ou alors des personnages qui sont devenus des personnages de fiction, même s'il y a une base historique derrière. Je penserais à D'Artagnan, par exemple. Mais quand il est revisité par quelqu'un d'autre, ça devient un personnage de fiction, on peut dire ça. C'est bon. Alors peut-être que je penserai à lui, oui. Ce côté gascon me plaît bien. Parfait. Moi aussi. Autre question. Et si vous étiez un livre? Alors un livre, ça sera peut-être plus facile. Je dirais Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Ça consiste à attendre quelque chose qui ne vient jamais, et j'en ai l'habitude. Ça mérite de la clarté. On va la garder comme ça, si vous voulez. On va pas aller plus loin. Julien Gracq, bel et grand écrivain. On poursuit. Que chantez-vous sous la douche? Absolument rien. Là, j'écoute de la musique sous la douche, mais je ne chante pas sous la douche. D'abord parce que je préfère prendre des bains, figurez-vous. Oui, non, mais c'est votre droit. On peut la refaire. Hein. Que chantez-vous dans le bain? Ça n'a pas le même sens. La tradition veut qu'on chante sous sa douche, pas dans son bain. D'accord. Donc vous écoutez de la musique. Quelle sorte de musique écoutez-vous? Voilà. Généralement de la musique classique. J'ai une grande affection pour Bach et je n'en ferai jamais le tour tout au long de ma vie. Par conséquent, je continue. C'est pas Claude et puis, François de temps en qui est temps, mort en écoutant de la musique dans sa baignoire? Je m'éclaire avec des bougies. Ah, bon, c'est moins dangereux. Bon, donc vous vous baquez avec Bach. Allez, on poursuit. Exactement. Avec qui aimeriez-vous dîner? Il faut un personnage vivant, là. Ah ben, vous choisissez, là. C'est large. Hein, je dirais Richelieu, parce que j'ai un vieux compte à régler. Je suis protestant. Ah oui, ah bon? Ah, mais c'est pas grave. Et par conséquent, c'est marrant. J'avais de la famille à La Rochelle au moment du siège, et donc j'aurais aimé le croiser comme ça, sous forme de les stourbir? Non, par curiosité. Ne serait-ce que pour m'assurer qu'il a trouvé le bon chemin pour l'enfer, afin de ne pas le prendre à mon tour. Richelieu, si tu nous écoutes. Hein. Allez, on poursuit. Que mangeriez-vous sur la tête d'un pouilleux? Deux façons d'entendre ça. Si c'est un vrai pouilleux, je vous dirais un œuf dur. Pour une raison assez évidente d'hygiène. Maintenant, dans le sens figuré de l'expression, je vous dirais un turbo avec de la sauce mousseline. J'adore ça. Mais c'est pas tous les jours. Ah, c'est pas tous les jours, non? C'est pas tous les jours. Quant à la sauce mousseline, je sais la faire. Et ça, il y a peu d'hommes qui savent. Les maîtresses de maison détestent ça, parce que ça s'écroule très facilement. C'est très difficile. Il y a une question de température, de bain-marie. Il faut intégrer la crème fraîche à un certain moment. C'est très, très bon. Un turbo sauce mousseline. Oui, sur le crâne du pouilleux. Voilà, à l'hôtel de l'Océan en Croisic. On poursuit et on termine avec la dernière question, je crois. Que dira de vous la postérité?
Si c'est Marine Le Pen qui écrit ma nécrologie, ça va pas être top. Ah bah, ça c'est le risque, hein. Ah bah oui, c'est le risque, hein. Comme je suis plus âgé qu'elle, ça risque d'arriver. Bon, bah écoutez, voilà, ça c'est... Invitez-la, elle vous répondra. Qu'est-ce que dira-vous la postérité? Mais j'ai le cesse de l'inviter. Elle mettra en avant ma proximité avec celui qui va entrer dans la postérité, qui est Jean-Marie Le Pen, c'est une évidence. D'accord, mais qu'est-ce que va dire de vous la postérité si c'est pas votre meilleur ennemi qui la rédige, cette postérité? Ah, si c'est quelqu'un qui aime bien Jean-Marie Le Pen, on considérera que j'ai été très précieux pour lui. Sinon, on m'assimilera à un complice d'une bande organisée épouvantable, oui. Complice d'une bande organisée épouvantable. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Bistrot Liberté. Élection, peut-on faire campagne dans les mosquées ? Certains maires ont pris la décision de mener la campagne des municipales jusque dans les mosquées. Pour eux, il est clair que la démocratie doit aller partout et que le message politique doit arriver auprès de tous les électeurs. Cette attitude suscite la réprobation de ceux qui voient dans ces démarches un flagrant délit de clientélisme et une atteinte à la laïcité. Alors, peut-on faire campagne dans les mosquées ? Alors, la question, elle est simple. Elle reprend en fait un fait divers, enfin un fait politique, c'est l'attitude du maire Les Républicains de Villiers-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne, bien sûr, Jacques-Alain Benisti, qui est candidat à sa propre succession et qui s'est rendu dans une mosquée où son opposant était présent à titre personnel et l'a filmé. Et là, il a annoncé que, bien évidemment, il y aurait une nouvelle transaction avec l'aménageur pour récupérer le parking attenant à la mosquée et organiser sa réfection. Et puis, il a terminé son propos par « Je compte sur vous, évidemment, pour ces élections municipales ». Il dit qu'il doit aller partout porter la bonne parole et qu'il n'y a pas de raison qu'il ne la porte pas là. D'autres, bien évidemment, disent que ce sont des atteintes à la laïcité, que ce sont des attitudes particulièrement négatives et qu'il ne faut pas les tenir quand on est un édile. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Écoutez, je crois que la réponse est un petit peu dans la question, en l'occurrence. Bon, sur le fond des choses, c'est-à-dire les élus qui s'appuient sur des minorités qui vont trancher l'élection, appelons ça comme ça. Il y a actuellement une série à la télévision qui s'appelle Baron Noir, je ne sais pas si vous regardez ça, qui est très intéressante. Je regarde entièrement, oui. Et donc, passionnante même. Qui est tout à fait passionnante, c'est une réussite qui est au-delà de la politique française d'ailleurs. Et l'une des personnalités de gauche de cette saga politique s'attaque au communautarisme à travers l'attitude des élus qui courtisent justement ces minorités, mais une minorité de 3% qui fait la différence. Quand vous faites 53 ou 52 et que l'autre fait 48 ou 47, vous emportez vous gagnez. Bon, et avec le mode de scrutin, qui n'est pas proportionnel en l'occurrence, ou qui le devient en partie, mais qui consiste à arriver le premier, c'est celui qui fait la différence qui l'emporte. Et donc, je crois qu'on peut trouver aussi bien à droite qu'à gauche aujourd'hui des gens qui font cela, c'est-à-dire qui achètent les votes. Bon, et qui les achètent en direction de l'islam, pour être clair en tout cas, de la partie organisée politiquement de l'islam, pour respecter les choses telles qu'elles sont. Il y a plusieurs façons de vivre sa religion, je parle de la façon politique de l'affirmer. Et donc là, il y a un véritable problème, je crois que ces élus doivent être absolument repérés et que leur attitude soit en tout cas mise en lumière et connue du public. Aller plus loin serait difficile, vous vous souvenez que je crois que ça concerne les Républicains. D'ailleurs, M. Retailleau avait poussé l'idée de détecter puis de combattre les listes communautaristes. Bon, il est certain, quand vous faites une liste communautariste, vous ne l'écrivez pas dessus, et qu'il y a 1000 manières de contourner cette idée. En revanche, regardez réellement les comportements, et notamment les comportements budgétaires. Alors, vous avez vu que le président de la République se lance dans ce chemin, n'est-ce pas, pour lutter contre les communautarismes qu'il désigne comme du séparatisme. Ce sont des sujets extrêmement graves, extrêmement sérieux, qu'il faut relier à la poussée démographique du monde et en même temps à la poussée de l'islam radical et de l'islam politique porté par ces poussées démographiques et qu'on le retrouve ensuite dans les élections. Autrement dit, faire campagne dans une mosquée, certainement pas. D'abord, est-ce qu'il est bien légitime qu'il y ait une mosquée sur ce terrain ? La plupart du temps, la réponse est également dans la question.
Et le fait de vouloir assurer, comme les gens bien intentionnés le voudraient, que chacun puisse tranquillement pratiquer sa foi et dispose de lieux adéquats pour cela. D'accord, mais quand il ne s'agit pas de cela, et qu'il s'agit en réalité d'une démarche d'occupation et de transformation de la société, pour ne pas dire de remplacement. Moi, c'est une expression qui ne m'effraie pas du tout. Je veux dire, le grand remplacement, qu'il soit organisé ou qu'il soit spontané et lié simplement au mouvement du monde en général, j'ai tendance à croire qu'il y a aussi les officines qui travaillent là-dessus et que ça n'est pas seulement les choses comme elles viennent, le cours de l'histoire naturelle. Mais je pense qu'il faut clarifier cela avec beaucoup d'énergie. Ce serait le rôle d'un mouvement comme le Rassemblement national, à une condition, c'est qu'on soit complètement sûr qu'aucun des élus du Rassemblement national n'a subi cette tentation et ne fait la même chose. C'est peut-être une parole en l'air, peut-être pas. Je ne sais pas. Daoud Bourzala, vous êtes allé souvent pour Causeur en province, faire des enquêtes dans les villes. Est-ce que l'attitude du maire de Villiers-sur-Marne, il n'est pas le seul, je le prends aujourd'hui... Saint-Étienne aussi. Et aussi Drancy, dont on a beaucoup Nancy, parlé. Drancy, Ivry-sur-Seine aussi. Mais bon, on va rester sur le cas de Villiers-sur-Marne. Est-ce que vous considérez que... Allez, on va dire les choses simples. C'est du clientélisme, et puis il y en a toujours eu, et puis voilà. Ou c'est du communautarisme, c'est une atteinte à la laïcité, et là, c'est quelque chose de beaucoup plus sévère. Les deux, en fait. Mais après, suivant les clientèles auxquelles vous vous adressez, vous n'avez pas le même discours. Je me souviens, il y a 6 ans, à Aulnay-sous-Bois, quelqu'un qui était décrit comme très droitier, parce qu'issu du syndicat de Police Alliance, Bruno Béchiza, il avait comme soutien Saïd Tagmaoui, l'acteur de La Haine, qui s'est fendu d'une vidéo expliquant à la communauté musulmane que les pires rumeurs ont circulé sur Béchiza, qu'il n'allait absolument pas fermer la mosquée, qu'il fallait se rassurer, etc. Mais puisque vous avez Causeur, ça me fait penser au livre du maire de Sarcelles, qui est au verso d'un des numéros que vous avez dans un des précédents. Non, je n'ai pas amené tous. Je n'ai pas amené toute la collection. J'ai que le dernier. Pardon. Non, mais je conseille à tous de lire le livre de l'ex-maire de Sarcelles, François Pupponi, qui après des années, on va dire, de clientélisme assumé avec toutes les communautés, puisque c'est quand même la ville multiculturelle et immigrée par excellence, aujourd'hui se met à déplorer l'essor de l'islamisme, du salafisme, comme d'autres. Je pense en Georges Frêche en son temps à Montpellier, qui avait carrément salarié, pour pas dire fonctionnalisé, la communauté harki avec un certain nombre de mosquées qui étaient quasiment des salles municipales, et qui lui aussi faisait quasiment meeting, prêcher dans les mosquées en disant « je suis le chef de la communauté », ce qui aujourd'hui ne marcherait plus. Puis à la fin de son règne, il s'est fait dépasser par l'UOIF, des jeunes des frères musulmans, qui lui reprochaient son hostilité au voile, ses positions un peu trop pro-israéliennes. Tout ça pour vous dire que finalement, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Lorsque vous avez des départements, a fortiori comme la Seine-Saint-Denis, avec une majorité immigrée, disons-le, même les journalistes du Monde le disent, afro-maghrébine plutôt islamisée, en voie de salafisation. Vous parliez de 3%, mais on devrait plutôt parler de majorité locale, parce que le problème de la stratégie Terra Nova, c'est qu'elle marche localement, ne serait-ce qu'à Paris. Vous parliez d'Hidalgo. En fait, vous avez des clientèles captives qui vivent dans des logements sociaux, qui ont un certain nombre de demandes économiques et parfois culturelles. Tout ça, ils peuvent voter comme un seul homme, et ça vous fait des points. Ça, plus les bobos, ça vous assure une majorité au moins relative. Clientélisme, on l'a dit, communautarisme, Marie-Stéphanie. Alors, clientélisme et communautarisme, c'est les deux. Peut-être que je dirais que le clientélisme, ce serait la séduction, et le communautarisme, ce serait le racolage. C'est un petit peu ce qui ferait la différence entre les deux. Parce que d'un côté, effectivement, on drague. De toute façon, il est normal qu'un élu se tourne vers les communautés, que ce soit, et n'importe lesquelles, qu'elle aille porter la bonne parole. Après tout, la mosquée, la synagogue, l'église, le PMU, le bar tabac du coin, c'est une façon d'aborder la politique. Le problème, c'est, on a parlé de complaire tout à l'heure, c'est la complaisance, c'est l'achat, c'est le tapinage, parce qu'il faut bien le dire, c'est ça. C'est à un moment donné ne plus compter sur les principes
les valeurs républicaines, même si j'aime pas employer ce terme qui est très galvaudé, mais enfin effectivement pour aller donner des prébendes à des communautés qui sont susceptibles effectivement de plaire non seulement au niveau communal, mais aussi au niveau national, parce que tout ça se répercute. À partir du moment où il y a du communautarisme, et notamment du communautarisme musulman radical, puisque c'est surtout eux qui sont visés. La mosquée de Villiers-sur-Marne avait été fermée entre 2016 et 2018. Voilà, il y a deux mosquées, je crois, déjà à Villiers-sur-Marne, dont l'une avait été fermée pour des suspicions de salafisme bien corsé. Mais le salafisme et l'islam radical, il ne se limite pas à la commune, il a des ramifications absolument partout en France. Donc quand un élu donne des garanties à une mosquée ou à une communauté qui a ses ramifications partout, il s'illustre et il illustre à travers lui son parti ou le mouvement qu'il représente au niveau national et plus du tout au niveau communal. C'est un sujet qui dépasse la communauté, je veux dire, municipale. Oui, mais c'est efficace, Stéphanie, par exemple, ou Pierre. C'est efficace. On voit en Seine-Saint-Denis que des villes comme Bobigny ou d'autres qui étaient historiquement de gauche sont passées LR grâce... Ou Drancy. Pour LR, mais l'UDI. Voilà, pour l'UDI, avec, comment dire, on ne va pas dire les termes retenus par Marie, mais disons avec des accords et des concessions. Écoutez, c'est un peu compliqué, parce que pour Bobigny, c'est la ville de Jean-Christophe. C'est Jean-Christophe, là, c'est ça, Jean-Christophe Lagarde. C'est Drancy. C'est Drancy. Bobigny, c'est son obligé. Oui, non, pardon. Oui, exact. Oui, c'est vrai, c'est la petite sœur. Et pour Drancy, c'est bien ça, Drancy, il faut effectivement, alors je n'ai pas encore regardé, mais je vais lire cette enquête qui est parue, je crois, c'était dans l'Express, qui se base sur un livre, c'est ça, qui a été écrit par une journaliste. On apprend rien. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler de cette histoire, et de toute façon, c'est un sujet qui est connu. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait il n'est plus candidat à la mairie. Il n'est plus candidat à la mairie. C'est sa femme. Il n'est plus candidat à la mairie. Oui, c'est sa femme parce qu'il est député. Excusez-moi, ils vont diriger la mairie ensemble. C'est ça ce que ça veut dire, quoi. Mais il a repris, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant, l'histoire de cette ville. Il a, en fait, tout simplement repris la ville aux communistes en faisant la même chose et en mieux que ce que les communistes faisaient, en fait. Ensuite, sur le fond du sujet dont on débat là aujourd'hui, clientélisme, communautarisme, etc., moi je mettrais une autre distinction. Moi je pense qu'en fait le clientélisme, ça a toujours existé depuis que la politique électorale existe. Ici, le problème, en fait, c'est que ce clientélisme, il s'applique à une communauté, et à une communauté qui est en marge de la communauté nationale. C'est ça ce qui dérange. Je veux dire, si demain un candidat, c'est évident, va draguer, je sais pas, la communauté des chasseurs quand on fait campagne en Sologne, la communauté des poissonniers, ou va dans l'usine qui regroupe 40% des emplois du village et qui promet des choses exceptionnelles, on dira c'est du clientélisme, ça ne nous dérangera pas. Pourquoi est-ce que ça nous dérange ici? Donc le problème ici, c'est pas le clientélisme, c'est qu'en fait c'est le sujet, c'est l'objet de ce clientélisme, et c'est cette communauté. Et alors le problème, c'est pas la communauté, le problème c'est quoi? C'est que en fait ce qui dérange, c'est on dit vous draguez une communauté qui est en marge de la communauté nationale et vous allez vous faire un peu aspirer par ses intérêts. Oui, voilà, mais on découvre la lune. Est-ce qu'on n'est pas dérangé parce qu'on est islamophobe? Quoi? Qui ça? Est-ce que le fait d'être dérangé, c'est pas d'être islamophobe, tout simplement? Le fait de? C'est-à-dire que vous acceptez que le maire vienne une fois par mois, une fois par an à l'église pour se montrer, mais là, ça vous effraie. Non, mais moi, ça ne m'effraie pas du tout. Moi, détrompez-vous. En fait, je trouve ça tout à fait normal. En fait, ça m'inquiéterait que ça ne soit pas arrivé. En fait, ça fait longtemps que ça arrive. C'est dans l'ordre des choses. Je ne sais pas si la politique est un art ou une science. Mais enfin, il y a quand même une loi, en tout cas en politique électorale, c'est la démographie, quoi. Je veux dire, on s'étonne... Attendez, excusez-moi, je termine ma phrase. La loi de 1905, il y a des articles qui interdisent de faire de la campagne politique dans des locaux habituellement réservés à l'exercice d'un culte. Non, mais la politique, excusez-moi, mais le droit, il ploie sous la démographie et sous la réalité, là, en l'occurrence, quoi. C'est comme l'histoire du voile, hein. Souvenez-vous le voile dans les années 2000, oh là là, ça passera pas, vous avez juste à vous balader en Seine-Saint-Denis, vous avez juste à rigoler après ce que je vous ai dit, quoi. Donc, je veux dire, faut arrêter, quoi. Non, franchement, excusez-moi, en un mot, on découvre la Lune, quoi. C'est une évidence. Il y a une démographie qui est basculante depuis 40 ans. C'est logique que ces phénomènes-là arrivent. Voilà, point. Après, si on sort du sujet des religions, en une phrase, c'est pas pour minorer le péril islamiste, mais regardez les attributions, les noms de rues
donné récemment par la mairie de Paris, Dolmaré notamment, vous verrez. Un exemple d'autres clientélismes, d'autres communautarismes. Les passes piétons, les passages pour LGBT, piétons arc-en-ciel. Là, ça, c'est, Vous avez remarqué, c'est je peux le permettre ghetto. Oui. Quand on regarde les passages piétons arc-en-ciel, c'est à peu près le chemin de la grande rafle et des autobus. Est-ce qu'elle le sait, ça, Madame Hidalgo? Je trouve ça extrêmement malsain de s'être permis de donner l'impression, en délimitant un quartier, et un quartier historiquement très marqué sur l'histoire contemporaine, l'idée que si on est d'un côté ou de l'autre de la ligne, on n'est pas exactement la même personne. C'est incroyablement malsain, ce truc. Ouais. Alors, Et découvrir une les des bus, mesures à prendre, découvrir c'est les bus, d'effacer je pense que ça n'est pas encore. Elle a déjà découvert le métro là depuis une semaine, Mais donc oui, on va mais- les laisser tranquillement cette avancée. Quand Mais j'ai je vu ce comprends. truc-là, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je comprends. C'est comprends. incroyable, quoi, Je comprends. de matérialiser ce genre de barrière. Que ghettoiser les zones qui ont souffert de cette ghettoisation, c'est assez, Ça a un assez sens. remarquable. Ça fait un sens. On est d'accord. Stéphanie, Non, oui. Marie, vous voulez dire un mot? Je vous en prie. Non, à propos de clientélisme, communautarisme, enfin, là on voit bien que les adversaires du maire c'est Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne, oui. Alors l'adversaire, il est Oui. musulman, hein, Bon, puisqu'il était dans la. l'adversaire- non, mais Il qu'il dit soit qu'il filmait à musulman titre ou pas, personnel bien dans la sûr, mosquée. Donc mais il là, était. là n'est pas la question. Mais un tous, fidèle. il a été attaqué par tous en disant que c'était le problème de la laïcité. La laïcité, on la met à toutes les sauces. La laïcité, c'est une religion maintenant. Ah oui. Donc, alors que la loi de séparation de 1905, qui n'est pas véritablement une loi sur la laïcité, en fait, c'est la séparation des églises et de l'État. Du qui catholicisme garantit... et de l'État, il faut être précis. Pardon ? Du catholicisme et de l'État. Oui, alors, des C'est- églises. enfin, en vrai, Des c'est ça, c'est- églises. On ne parle pas du protestantisme. On ne parle pas du protestantisme, certes, sauvés, mais vous parce êtes que sauvés. elle est pas faite dans dans ce un coup-là, moi, hein. contexte Vous êtes pas dans ce profondément anticatholique. Oui, Elle est c'est ce faite que je dans dis. Mais enfin, le fait je donne qu'elle le vrai nom, c'est tout. qu'elle parle des églises au pluriel, inclut abstraitement, et certes de façon pas très concrète, du coup, le fait qu'il s'agit des religions. Sauf qu'à l'époque, il est bien évident qu'il n'y avait pas la communauté musulmane, il y avait, que nous connaissons maintenant. Donc ça reste quand En même métropole. une loi qui sépare le spirituel du temporel, quoi qu'il en soit. Mais qui à aucun moment... Ça fait longtemps que les rois avaient fait ça, enfin, cette histoire de séparation du spirituel et du mais là temporel. n'est pas la Je question. je C'est comprends pas égalicanisme. complètement. C'est égalicanisme. Oui, voilà. C'est ce que je On a veux l'impression dire. que la République, excusez-moi, a inventé cette séparation entre le spirituel et le temporel. Les rois. Elle l'a pas inventé. Bah Elle oui. l'a pas inventé. Mais justement, Non, ce qui est non, intéressant, elle n'a pas inventé, non. c'est qu'à aucun moment elle n'emploie le terme de laïcité, la loi de 1905. Non, c'est vrai. Alors, elle n'a Stéphanie. pas inventé parce que... Le terme de laïcité n'intervient pas dans la loi de 1905. Et c'est ce terme qui est érigé comme une religion qui vient maintenant tenir place dans le discours pour d'un coup encourager une religion, de l'autre bâillonner l'autre. Donc c'est un Ouais, emploi mais- pervers de la laïcité. Alors, Stéphanie, la allez-y. laïcité, c'est une invention chrétienne. Et par contre... Alors oui et non. Non, si. Et le laïcisme dépend. est une invention républicaine. C'est-à-dire que la laïcité a cette sagesse, comme vous le dites très bien, pardon, de ne pas mélanger le temporel, c'est-à-dire de distinguer le temporel et le spirituel. Mais ça, c'est propre au christianisme. Par contre, le laïcisme, ça sert à la République pour évacuer Dieu de la sphère publique et en faire une affaire privée. C'est très différent. Et par contre, en islam, il n'y a pas de laïcité possible. C'est ça. Donc, on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc là, on se paume complètement. Quelle soupe! Il n'y a pas de laïcité en islam. On ne peut pas jamais sortir de l'islam. Et c'est pourquoi les femmes sortent voilées. Quand dans les catholiques tradis font porter par leurs femmes des mantilles pour aller communier, elles sortent de l'église, elles ne portent plus les mantilles. Le voile, vous le gardez. Aurélien Taché a dit quand même que les fichus de nos grands-mères étaient des voiles. Mais hein. c'était des Quand fichus, même, hein, c'était lié, faut- non, c'était lié à des coutumes Attention, il l'a vestimentaires. dit, hein. Et les coiffes des Bretonnes à ce moment-là. Alors, Oui, non, mais c'est je du délire. je là. Il y a vraiment un hein. accent, il y a un non, accent aigu de trop dans il faut son quand même nom. faire hein. très attention. Donc la laïcité n'est pas possible en islam. Mais par contre, ce que je trouve frappant, c'est qu'on est face à deux systèmes qui... on est face, en fait, à deux systèmes qui sont profondément anti-laïques. C'est-à-dire que la République exclut complètement la chose spirituelle de son propre environnement. Et l'islam, pourquoi ne pas faire de la politique dans une mosquée ?
la mosquée a aussi un rôle de réunion politique, précisément parce qu'il n'y a pas de laïcité en islam. Et donc, vous avez d'un côté une république qui est un système politique qui produit sa propre mystique, et là où je vous rejoins complètement, chère Marie, c'est que le laïcisme est devenu une religion de la République. Donc on a un système politique, la République, qui produit sa propre mystique, et avec laquelle on ne peut pas rompre. C'est-à-dire que ne pas être républicain aujourd'hui, c'est être vilain pas beau. On n'a même pas le droit d'exister. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques. L'autre côté, vous avez l'islam, qui est un système religieux, mais qui produit sa propre politique. Donc, on retrouve, encore une fois, ce mélange et non plus cette distinction. Donc, d'un côté, vous avez une séparation qui mène finalement au mélange, à la même chose qu'au mélange que l'islam. Et elle ne permet pas la conversion à une autre religion. Donc, on est dans deux systèmes qui, finalement, mènent à des totalitarismes. Quant au clientélisme, mais attendez, là je rejoins complètement Pierre Gentillet. Enfin, c'est le propre de ce système, c'est de se vendre, c'est d'être une espèce de chose à l'encan. Et Séduire. Donc c'est ridicule. Et donc je rajouterais, à la France, il faut un roi. Voilà. Alors là... Juste pour mettre une parenthèse, on pourrait avoir ce débat un jour, ça serait très intéressant qu'on l'ait, parce qu'en l'occurrence, toutes les monarchies actuellement qui existent, j'ai pas l'impression que l'Espagne soit particulièrement épargnée, j'ai pas l'imprestion que la Suède soit épargnée, vous allez me dire que c'est des mauvaises monarchies, j'ai pas l'impression que les monarchies en Europe se soient bien portées. Donc la monarchie, voilà. Molenbeek est dans une monarchie, il faut le rappeler. Voilà, Molenbeek est dans le royaume. France, lieutenant du Christ. Oui, mais c'est fini. Bon, alors allez, on va partir à sa recherche. En attendant, on va laisser la parole enfin, pour conclure là encore, à Francis Bergeron. Francis, si un maire ou un maire passe une fois par an dans l'église pour se montrer à quelques jours des élections municipales, vous n'êtes pas choqué, vous êtes ravi, au contraire, il est venu dans un lieu que vous affectionnez. Oui, c'est ça. Dans Présent d'aujourd'hui... C'est ça, je pense que c'est un mépris. Dans Présent d'aujourd'hui, on a un entretien avec Sophie Robert, qui est candidate à Saint-Étienne. Et Sophie Robert, elle a monté une liste. Alors, c'est une liste qui devrait vous plaire, puisqu'on trouve du Rassemblement national, on trouve du Parti chrétien-démocrate, on trouve la droite populaire, et même Debout la France, et encore des petits groupes engagés. Donc c'est une liste plurielle, quelque part. Et elle affronte un maire sortant. Et ce maire sortant, elle nous raconte dans l'interview, de manière très détaillée, elle nous raconte comment ce maire sortant est en train d'acheter, en quelque sorte, la communauté islamique de cette ville de Saint-Étienne, de cette grande ville de Saint-Étienne. Et il a mis sur sa liste, notamment, un monsieur Abdou Louab Bakli, qui est membre des Frères musulmans, donc qui est en position d'éligible, c'est-à-dire que c'est plus du dragage, ça va très loin dans le processus de captation de population, ou d'intégration si on veut. En tout cas, il est sur ce schéma, et il s'est effectivement rendu à la mosquée, il inaugure des mosquées, il s'est rendu à la mosquée, et il a eu ses propos en remerciement à l'égard de l'imam ou du grand moufti, je ne sais pas comment on l'appelle. Il lui dit je souhaite que Dieu ait pu entendre vos efforts. Donc il parle de Dieu, c'est quand même sympa, mais il ne le ferait pas dans une église. Alors, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est pas qu'il soit allé dans l'église, c'est pas tout ça. Ce qui me gêne, c'est qu'il est républicain, qu'il est LR, qu'il se dit homme de droite. Ce qui me gêne, c'est qu'il drague en même temps la bourgeoisie locale, il drague en même temps les braves gens qui vont à la messe, les talamesses, le dimanche. Il drague les gens qui mettent leurs enfants dans des écoles privées. Mais c'est véritablement un Janus, là. C'est quelqu'un qui a à la fois un discours d'homme de droite, ou qui se prétend homme de droite, et qui en même temps est en train d'agir comme une sorte de traître à son pays, à sa spiritualité, à son histoire. Ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément et qui nous gêne énormément. Et je crois que c'est ça le vrai problème. Il serait communiste, il serait internationaliste, il serait trotskiste. On se dirait, bah oui, il est conforme à son idéologie. Mais là, c'est quelqu'un qui prétend représenter la droite française. Et ça, c'est insupportable.
Un dernier mot, Laurent Saint-Affrique. Un mot de conclusion, d'ailleurs. Un mot de conclusion, mais pour M. Bergeron, c'est ce que Jean-Marie Le Pen appelle un homme de droche. Oui, c'est pas mal. Ça éclaire tout, je crois. Il y en a beaucoup des comme ça. Oui, espérons qu'il n'y en a pas trop dans nos amis. Et d'autre part, un mot de conclusion. Auto-recétable. Je crois pas. Non, ça n'est pas possible. C'est soigné, c'est comme le coronavirus. On essaie de se protéger. Ce qui ressort de tout ça, c'est un petit peu l'idée de ce qu'on appelle l'union des droites, me semble-t-il. C'est assez ouvert. Ça reste une formation de droite qui cherche à convaincre ceux qui jusqu'à présent votaient à gauche qu'ils étaient dans l'erreur et que c'est avec des solutions de droite qu'on peut apporter des réponses aux questions qui intéressent la vie des gens aujourd'hui. Je pense que quand ils ont fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on truffe un programme de mesures de gauche pour séduire la gauche, il est certain qu'on a peu de chances de rencontrer peut-être des succès marginaux, comme nous l'avons dit au début de ce rendez-vous, n'est-ce pas? Ça ressemble à un succès, en fait c'est un échec. Message entendu. Faire campagne dans les mosquées, c'est essentiel. Il faut remettre la mosquée au milieu du village, dit ce salafiste, bien évidemment. Dur. Y a-t-il compatibilité entre islam et république? Et c'est toujours le même salafiste qui va vous répondre. Bien sûr que oui. Ne parle-t-on pas de république islamique? Voilà, donc le boucle est bouclé. Merci à Ignace, merci à nos sociétaires. Pierre Gentillet, bien évidemment, merci d'être venu. Daoud, merci d'être venu avec le magazine Causeur. Félicitations pour ce très beau entretien avec Michel Onfray. Le gauchisme tendance rend possible tous les délires. Merci Stéphanie pour Terre et Famille. Merci Marie. Merci Francis Bergeron pour présent. Et merci à notre invité de s'être prêté au jeu. Merci Laurent de Saint-Affrique. Et puis enfin, merci aussi au public des donateurs de TV Liberté. Vous le savez, sans les donateurs TV Liberté, il n'y aurait pas de programme comme Bistro Liberté. Donc n'hésitez pas à faire un don toute l'année pour TV Liberté en allant sur la rubrique don du site tvliberté.com. Et un dernier point, un remerciement à l'ensemble des techniciens et aux réalisateurs qui ce soir nous a permis, Seb, de faire cette superbe émission en leur compagnie. Merci à eux et on se retrouve, je l'espère, dans 14 jours très précisément.